Ok, salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve pour faire une petite review de la semaine comme d'habitude. Ça bouge beaucoup en ce moment les marchés, donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Ok, alors on va commencer par parler des bancaires. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, on parlait de Silvergate, de la Silicon Valley Bank, et on commence enfin, et là c'est malheureusement j'ai envie de dire, à avoir des histoires en Europe. Donc ça commence par le Crédit Suisse qui se fait racheter par UBS. Voilà, on risque sûrement de nouveau imprimer, on va accorder des prêts, tout ça, histoire de sauver la banque parce que pour les Suisses c'est une banque systémique, elle ne peut pas tomber, elle ne tombera pas et ils sont prêts à imprimer pour pas que ça arrive. Donc surtout dans des domaines comme ça très opaques où on va dire qu'il y a de fortes chances d'avoir de grosses asymétries d'informations, on n'essaye pas d'acheter un couteau qui tombe. Donc vous voyez ce genre de truc là, hein. Vraiment, même si on a eu déjà des annonces comme quoi il y avait déjà énormément de peur, on peut se dire ok j'essaie d'acheter la peur, on peut essayer d'avoir de beaux rebonds, tout ça. Je vous déconseille vraiment de faire ça parce que vous voyez, au pire il y a une news, il y a un rachat derrière et si c'est pas une bonne news, ça peut vraiment faire tomber très 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 bas les prix. Voilà. Alors donc on a la Société Générale qui s'enfonce un petit peu aussi, comme BNP, même si on a quand même eu un petit rebond aujourd'hui. Mais comme je le dis franchement, n'essayez même pas d'attraper ces couteaux qui tombent. Il y a tellement d'infos qu'on n'a pas que c'est vraiment très 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 risqué selon moi. En termes de news à venir et passé, donc bon, évidemment, ce qui est le plus important, c'est le FOMC le 22. Donc on a vraiment, personnellement, je me prononce pas trop. On entend que l'augmentation de 0,5 dans tous les cas, c'est mort. On entend pourquoi pas une augmentation de 0,25, pas d'augmentation, voire une réduction de 0,25. Franchement, on va voir, mais c'est sûrement ce chiffre-là qui va driver le prochain mouvement en entier. Donc que ce soit sur nos actions ou sur nos cryptos. Donc c'est vraiment le chiffre qu'il va falloir avoir en tête dans les prochains jours. Autre grosse news, on parle de la réunion des banques centrales du monde entier. Donc je pense clairement l'idée c'est qu'elles accordent leur pendule, qu'elles vont toutes dans la même direction et qu'elles aient toutes la même politique pendant encore quelques mois. Donc voilà, vu ce qui se passe sur les banques en ce moment, je pense que la politique ça va être on imprime, on accorde des prêts pour ce secteur et on verra bien. Voilà, sinon jeudi, on a aussi les chiffres des ventes, des logements et du chômage aux US. Ça va être intéressant de suivre tout ça, même si du coup, la veille, on aura eu le FOMC. Je pense que ça va dicter dans tous les cas, comme je l'ai dit, tout le prochain mouvement. Au niveau des graphiques, alors sur le S&P, bon il n'y a pas vraiment de news, hein, comme je le répète et re-répète depuis maintenant plusieurs semaines. Les niveaux que je vais faire attention personnellement sur le S&P, c'est vraiment ici là. Vous voyez avec tous les creux qu'on avait par là, qui ont été toujours pas retestés. Donc voilà, je m'attends quand même à voir un genre de move peut-être pourquoi pas un peu comme ça avec une mèche juste en dessous et ça repart. Du moins ce serait le cas assez bull que j'aimerais vraiment bien voir ça. Maintenant, juste le fait de s'arrêter au-dessus et de ne pas aller les retester, c'est quand même ok. Ça veut dire qu'on a toujours un début de tendance, une petite dynamique haussière qui reste assez bonne parce qu'on enchaîne toujours du coup des creux de plus en plus haut et des sommets aussi d'ailleurs. Voilà, donc on se dit que on peut quand même rebondir alors que ce soit pour commencer à range ou pour aller de nouveau chercher les plus hauts. Mais voilà. Au niveau des graphiques, alors sur le S&P, on n'a pas vraiment de news. Vous savez, moi, ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous répète, le creux, les niveaux que j'attends, c'est vraiment tous ces lots qui sont toujours pas retestés. Voilà, donc moi, le scénario que j'attendrais, le scénario pas le plus bull, mais en tout cas bien bull que j'attendrais, serait une petite chute avec pourquoi pas une mèche, une petite journée qui va chercher ses lots, ça repart, on consolide et derrière on peut bien repartir à la hausse. C'est typiquement le genre de trade que j'adore prendre personnellement, même si attention, ça ne veut pas dire qu'on va forcément y aller. Je répète hein, encore une fois que cette petite dynamique qu'on a là, on enchaîne des sommets, des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Il n'y a pas forcément de vraie raison pour là maintenant de suite aller chercher plus bas, surtout vu les news économiques et monétaires qu'on est en train d'avoir. Voilà, donc c'est plutôt en direction de on va print et puis on repart vers le nord pendant encore quelques temps.
Mais voilà, attention, je reste quand même préparé à plusieurs scénarios, et celui-là en fait partie. Voilà. Alors le Nasdaq, forcément, il profite un petit peu plus des news actuelles, vu qu'on est dans le secteur tech, on est dans le secteur qui profite vachement à tout ça. Mais dans tous les cas, idem, grosso modo, la situation n'est pas vraiment différente. Sur nos cryptos, et pour le coup la situation là-dessus est bien différente. Alors à gauche le Bitcoin en weekly. Pourquoi weekly? Je voulais bien vous montrer à quel point on a un signal qui est clair, qui est net, qui est précis, qui est fin de la tendance baissière. Alors est-ce que fin de la tendance baissière ça rime forcément avec fin de bear market, début de bull market? J'irai pas jusque là. J'irai juste dire que en weekly, donc on est déjà sur des unités de temps qui sont assez grosses, hein, et ben on a un retournement de situation qui est totalement avéré. On vient de casser les sommets et les creux qui étaient toujours de plus en plus bas jusqu'à présent. On vient enfin de dépasser, du coup, surtout au niveau des sommets, hein. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une des plus grosses bougies weekly depuis quelque chose comme décembre 2017, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment assez spectaculaire. Et on vient de passer du coup dans la situation où on peut se permettre de nouveau d'être très agressif. Alors maintenant du coup quand même pour voir jusqu'où on peut aller, est-ce que ça veut dire que c'est bon, let's go, on faut maintenant, on lève les bras et on attend? Pas du tout, pas du tout. Alors quand même, non ça se voit peut-être pas en 4 heures mais en daily, voilà. Donc on a deux arrêts qui sont quand même assez clairs. Le premier qui est entre 29 et 30K, j'ai envie de dire. Alors pourquoi? C'est tout simple, hein, mais vous voyez que là, c'est fait à la main, c'est pas dramatique. Mais vous voyez qu'on est dans une zone qui a déjà été retestée, une zone dans laquelle on a bien rebondi dans le passé. Donc attention, c'est pas le moment, si vous n'avez pas de spot, de mettre tout le bag en spot et puis let's go. Non, on fait gaffe quand même. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans la situation by the dip. Donc je regarde des time frames qui sont beaucoup plus petits. Je vais regarder du 15 minutes, du 30 minutes, du 1 heure, du 2 heures. Et sur ce genre de time frame, je vais me permettre d'être agressif avec un risque qui est géré, qui est précis. Voilà. Donc attention parce que vraiment cette zone là, et ben, clairement moi j'irai pas commencer à mettre vraiment beaucoup de spots là-dessus. Même si attention, on peut continuer à monter encore assez facilement. Je pense que jusqu'à 32,5, il n'y a pas non plus sur du court time frame. Je pense que voilà, on peut faire une mèche un petit peu par là et après commencer à stabiliser un petit peu. Maintenant, très honnêtement, c'est vraiment compliqué de se prononcer sur la prochaine direction à suivre, tout simplement à cause des news économiques, hein. Je pense que le FOMC qui va arriver le 22 va vraiment dicter en fonction de à quel point c'est bull, à quel point c'est bear. On peut, si en cas de vraiment de très bonnes nouvelles, on peut se téléporter pratiquement instantanément au 32. Et là-dessus, pour le coup, je vais commencer à chercher des gros edge et des shorts directement, pourquoi pas même. On a un scénario quand même qui est en train d'arriver sur le Bitcoin, ou du moins qui pointe le bout de son nez, que je trouve très intéressant, parce qu'on commence à avoir une vraie décorrélation entre le Bitcoin et le S&P. Alors même si on réagit aux news grosso modo de la même façon, en termes de graphique pur et dur, le Bitcoin ressemble beaucoup plus au gold. Alors hop, si je vous le mets, voilà. Donc clairement, le Bitcoin ressemble beaucoup plus à ça, au gold, que au S&P actuellement. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on est vraiment en train d'avoir un switch, un BTC qui est en train de devenir, pourquoi pas, une valeur refuge? Je sais pas, je me prononcerai pas dès maintenant là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Parce que ça peut être potentiellement très bull pour les cryptos, hein. Parce que si c'est vraiment le scénario qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on switch de la valeur très à risque à une sorte de presque valeur refuge, avec une potentielle crise des bancaires qui se profile, je pense que les cryptos et particulièrement le BTC peut vraiment bien en profiter. Alors pourquoi vraiment particulièrement le BTC et pas toutes les autres cryptos? Alors il y a un graphique qui est assez intéressant à voir en ce moment, c'est ETH-BTC, et donc forcément un petit peu c'est aussi lié, le graphe de la dominance du BTC. Ok,
Ok, donc vous voyez à chaque fois, ou presque à chaque fois du moins, qu'on a eu un BTC qui a tout emporté dans les cryptos. Généralement, on a une sorte de rotation, et derrière, il y a ETH qui prend, et derrière, les altcoins qui prennent. Voilà, c'est très souvent comme ça qu'un mouvement, du moins un mouvement vers le nord, est fait en crypto. Et vous voyez que du moins sur ce graphe-là, c'est quand même assez obvious. Et donc, on est dans la situation où on commence à attendre un retournement, la rotation vers ETH. Même si, attention quand même, hein, parce qu'en chaque début de bull market, on a tout le temps BTC qui explose en premier et qui laisse tout le monde derrière lui. Donc on peut encore continuer à monter au niveau de la dominance BTC. Hein. Du coup, ETH BTC peut encore continuer à s'effondrer. Moi, dans tous les cas, j'ai des alertes qui sont setup. Je sais plus exactement, mais je crois que j'en ai une par là, une par là, une par là. Au cas où, pour toujours transformer un petit peu de BTC en ETH à un certain prix, du coup prix fixé à l'avance. Et puis derrière, on attend, on patiente. Alors pour s'intéresser un petit peu au flux, pour voir ce qui se passe sur le marché, qui lead, qui ne lead pas, on est clairement sur un mouvement qui est fait par le spot. Alors j'ai pas la data sous la main, mais c'est notamment le spot de Binance qui pousse très fort. Alors hop, vous voyez, donc sur le CVD, je peux même le mettre en 1 heure. Donc si vous regardez, si vous comparez un petit peu, en pointillé bleu, donc c'est le spot, en pointillé rose, c'est tous les perps. Donc on a, même si on a un perp qui est quand même boule, enfin, parce qu'on enchaîne des creux, des sommets de plus en plus haut, même si ce n'était pas le cas pour le dernier, vous voyez qu'on a un CVD spot donc qui suit vraiment très bien le prix. Contrairement au perp. Donc voilà, ça me fait dire que c'est clairement le spot qui est en train de leader le marché. On a des gens qui sont en train de faire les courses niveau spot pour des volumes qui sont assez exceptionnels. Et on a des perps du coup qui ne suivent pas forcément. Alors j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça nous crée des opportunités qui sont assez faciles à prendre, surtout pour le court terme. Je vais essayer d'imager un peu mes propos en direct. Mais tac, ouais, donc voilà, parfait. Vous voyez, en fait, on a beaucoup de divergences comme ça, qui sont des trades pas faciles à prendre, mais qui sont du moins des très bonnes situations pour essayer de chercher des longues. Donc hop, vous voyez, c'est cette divergence, de ça que je parle. Donc on a un premier lot, un premier creux 26K qui est fait, et derrière on a que des creux qui se font au-dessus. Donc hop, si je prends celui-là, 26K8. Et sur le CVD, c'est exactement l'inverse. Donc on a un creux qui est à ce niveau-là, et on enchaîne des creux qui sont toujours de plus en plus bas, alors que le prix enchaîne des creux qui sont de plus en plus hauts. Ça veut dire que pendant tout ce mouvement-là, on a énormément de vendeurs qui se sont un petit peu piégés là-dedans. Alors même exactement, je pense que cette mèche-là a dû en piéger beaucoup. Vous voyez comment le CVD a commencé à se casser la gueule très sévère ici, et on a commencé à avoir la divergence très rapidement. Même du coup à partir de cette chute là, donc à partir de ce creux ici, on pouvait déjà se permettre d'être à la recherche de longues agressifs. Et au final on a eu même plus tard une deuxième opportunité de se placer, où on continue sur une divergence de divergence, vu que rien qu'en comparant, si vous voulez, ces deux niveaux là, donc creux de plus en plus bas sur le CVD, creux de plus en plus haut sur le prix. Voilà, donc quand on commence à faire des divergences dans des divergences, c'est qu'on commence à être dans quelque chose de vraiment solide. Par contre, à contrario, vous voyez que quand on regarde sur le top qu'on a fait juste là, hein, donc on enchaîne deux sommets qui sont de plus en plus hauts sur le prix, on prend toujours en compte les mèches, et quand on regarde sur notre CVD perp, du coup, on a deux tops de deux sommets qui sont de plus en plus bas. Donc ça veut dire qu'on a clairement un épuisement sur les perps, et c'est quand même nécessaire d'avoir du fuel, d'avoir de la puissance pour pouvoir monter sur les perps, parce que forcément beaucoup plus de liquidité, donc ça peut suivre beaucoup plus facilement quand on a les volumes qui suivent. Allez, donc pour terminer, petit récap de moi, mon plan, comment est-ce que je vais essayer de gérer les prochains jours. Donc vous voyez là, il y a déjà des lignes qui sont tracées, qui se mettent automatiquement au niveau des creux et des sommets. Donc on m'a demandé, mais au cas où, l'indicateur il s'appelle Liquidity by Makushaku. Donc moi je l'ai réglé de base sur 500, si je dis pas de bêtises, ouais voilà 500. Ça veut dire qu'il va prendre en compte uniquement les 500 dernières bougies. Donc moi je vais regarder ça sur du time frame qui va être assez court, du 5 minutes, du 15 minutes, du 30 minutes, et je vais vraiment regarder uniquement du coup au niveau des creux,
et je vais essayer d'associer ça, pardon, toujours avec le CVD. Quand on va enfoncer des niveaux, des supports sur le CVD, mais qu'on va pas aller enfoncer les niveaux sur le prix, et ben il y a sûrement pas mal d'opportunités de longues à prendre à ce niveau-là. Voilà, donc que ce soit sur du 15 minutes, du 5 minutes, du 30 minutes, comme je l'ai dit, hein, va y avoir des choses à faire. Clairement, du coup, du côté des longues, ça veut pas dire que je m'interdis de short. Je crois même que j'avais balancé un short public, quelque chose, je crois que c'était presque vers ce top-là ou ce top-là, je me souviens plus. Sur le Discord NLG, bien sûr. Mais voilà, si on veut short, on fait attention. Pour moi, c'est risque minimum divisé par 2, voire divisé par 3. Donc quand je parle de risque, évidemment, c'est bien sûr la quantité de dollars que je peux perdre en cas de stop loss. Voilà, donc stop loss sur un short, risque divisé minimum par 2 par rapport à un risque qu'on prendrait sur un long. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Moi je pense que je vais continuer d'être assez agressif sur les longues. Maintenant, bien entendu, on fait attention au FOMC, on fait attention vraiment le jour, le 22, ça risque d'être assez volatile. Et puis, une fois qu'on a le chiffre qui est là, qui est officiel, qui est c'est bon, et ben on a la prochaine direction qui sera toute tracée. Et voilà, donc on fait attention. Je pense que si on a vraiment un FOMC, du coup, si le chiffre qui tombe, on parle d'une augmentation, même de 0,25, je pense que ça va suffire pour me calmer. Si on n'a pas d'augmentation, pas de réduction du tout, je pense que ça peut être la fête assez rapidement et ça peut quand même bien monter. Et si on a carrément une diminution, si on perd 0,25, je pense que là c'est vraiment téléportation vers le nord instantanément. Voilà, c'est tout pour moi. Stay safe et puis bonne fin de journée à vous.